comme je viens de le dire, ce chapitre-là, on va le consacrer à introduire un peu la notion de data marketing, d'accord? Pour qu'on puisse après utiliser tout le process de data marketing, euh, en fait, et on l'applique sur notre projet pays. D'accord? Est-ce que déjà, je vais commencer par vous poser une petite question. Est-ce que vous avez déjà choisi vos projets? Oui, madame, c'est bon. C'est bon, c'est Oui, clair pour tout le monde? D'accord, très bien, très bien. Est-ce que vous avez jeté un coup d'œil sur la base de données que vous avez? Pas encore, la frère. D'accord, ok, pas encore. Ok, faites en sorte à ce que vous découvriez en fait votre base de données avant de venir la séance prochaine, ok? Parce que la séance prochaine, on va la consacrer pour fixer les objectifs qui feront ensuite l'objet d'une validation, la séance juste après. Ok? Voilà, donc ça c'est juste une petite consigne que je voulais donner avant de démarrer cette séance-là pour que je n'oublie pas à la fin de la séance de vous le dire. Alors, donc en fait, j'ai dit que alors la notion de data marketing est une notion composée de deux mots-clés. On retrouve donc la notion de data et la notion de marketing. Et c'est cette combinaison des deux qui a fait qui a fait naître le concept aujourd'hui qu'on utilise beaucoup, le concept de data marketing. OK? Alors, en fait, à votre avis, bon, comme vous n'étiez pas exposé peut-être aux différents aspects du marketing, mais j'aimerais bien voir si vous avez une idée sur ce qu'on veut dire par marketing déjà. Donc, on va commencer par voir un peu ce qu'on veut dire par marketing, ensuite voir un peu quel est le rôle de la data aujourd'hui de manière générale et en particulier dans le processus marketing. Et à la fin, donc, on terminera cette partie par définir ce qu'on veut dire donc par data marketing. Alors en fait, qu'est-ce que vous entendez dire par marketing? Si je vous dis marketing, à quoi vous pensez? promouvoir l'image d'un produit, peut-être. Promouvoir l'image d'un produit. Ça pourrait être un objectif marketing, hein, d'accord? Asma, donc, c'est pas vraiment le marketing, c'est-à-dire le fait de promouvoir, le fait de faire de la publicité ou bien de faire de la communication de manière générale, ce n'est qu'un aspect en fait du marketing. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que le marketing, c'est la publicité ou c'est le fait de promouvoir un produit ou un service. D'accord? Ça, c'est-à-dire, le marketing ne se limite pas seulement à la communication. La communication représente seulement un aspect du processus marketing. OK? Alors, est-ce qu'il y a d'autres réponses? Qu'est-ce que vous entendez dire par marketing? Hein? Qu'est-ce qu'en fait, quand on vous pose la question, qu'est-ce qu'on appelle marketing? À quoi vous pensez? Alors, technique pour étude de marché. Alors, je retiens le mot-clé technique, ça c'est bien, d'accord? Oui, tout à fait. Il s'agit d'un ensemble de techniques qu'on va utiliser. Alors maintenant, pour étudier le marché, même chose, même remarque que j'ai faite à Asma tout à l'heure. En fait, l'étude de marché, ce n'est qu'une en fait étape, ce n'est qu'une composante du marketing, de ce processus, d'accord? Donc en fait, ça ne se limite pas non seulement euh, aux études de marché. Ça va au-delà des études de marché et de la communication, mais ce que je retiens dans ta définition, c'est un ensemble de techniques, effectivement, parce que le marketing, en fait, c'est un processus qui se base sur un ensemble de techniques. Très bien. Alors, Mohamed Emin, valoriser un bien. Vous avez touché vraiment au concept, au noyau dur, hein, au noyau, pardon, dur du marketing. Alors, valoriser un bien, tout à fait. Alors, en fait, pourquoi, Mohamed Amin, vous avez parlé de valorisation d'un bien? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus? Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par valoriser un bien? Ça, c'est une finalité, d'accord? Moi, madame, pour vendre une chose ou un bien, on la valorise. Pour la valoriser, il faut répondre à une certaine problématique. Le bien, Très bien.
il va justifier ou il va trouver une solution pour des problématiques. اللي باش يقدمهم le bien هذايا. Donc لازم نحطوا en valeur ces solutions-là. Très bien. Bravo, Mohamed Emi. Tu as parfaitement contourné un peu les choses, effectivement. Alors, le marketing est tout simplement, c'est ce processus. Alors, je vais directement mettre un petit schéma qui récapitule tout ce que vous venez de dire, d'accord? Vous voyez donc, les deux réponses de Mariam et Mohamed Emi ont été retenues. Pourquoi? Parce que ça s'allie parfaitement avec la définition attendue du marketing. Tout à fait. Alors, le rôle du marketing, c'est de valoriser un bien ou un service, d'accord, en premier lieu. C'est-à-dire, c'est de lui donner une certaine valeur ajoutée, OK? Alors après, comment ça va se faire? C'est à travers ou bien grâce à un ensemble de techniques, ce qu'on appelle les techniques marketing, qui sont notamment les études de marché, la communication, la distribution, l'analyse de données, euh, la fixation du prix, etc. En fait, toutes ces techniques-là sont des éléments qui vont nous permettre de créer de la valeur. OK? Alors maintenant, donc, par définition, le marketing, on peut le définir comme étant le processus de valorisation d'un bien ou d'un service. Après, en fait, il faut dire que le marketing, on peut l'appliquer un peu partout et sur plusieurs domaines d'activité. Notamment, on peut faire du self-branding, c'est-à-dire ou bien du personal branding, c'est-à-dire on peut marketer une personne. On peut se marketer, c'est-à-dire faire du marketing sur soi-même, OK? Le jour où vous allez peut-être faire un entretien d'embauche avec l'employeur, vous allez certainement vous faire du marketing, d'accord? Vous allez vous marketer en essayant de valoriser ce qui vous êtes, valoriser vos compétences, votre CV, votre formation, etc. Donc, vous allez vraiment miser sur ce qu'on appelle les avantages concurrentiels, c'est-à-dire ce que vous avez de plus par rapport aux autres candidats. C'est la même chose, OK? Donc, en fait, l'idée derrière le marketing, c'est que aujourd'hui, le client étant devant un choix très important de produits et de services, il est considéré comme étant le roi du marché. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il est gâté, il a en fait tous les choix devant lui, il peut quitter une entreprise ou bien ne plus consommer un produit très facilement, c'est-à-dire le coût de transfert d'une marque à une autre n'est pas vraiment très, très important. Ça lui coûte parfois rien du tout. Notamment, je vous donne l'exemple des applications. Quand vous téléchargez une application mobile sur votre smartphone, OK, et qu'elle ne vous plaise pas, vous pouvez la supprimer en 2 secondes. Voilà, donc vous quittez, vous supprimez une marque, vous téléchargez une autre marque, une autre application d'une autre marque, etc. Donc, vous voyez, ça ne vous coûte absolument rien. Même chose quand la puce téléphonique, par exemple, qui est fournie par l'opérateur téléphonique, elle est gratuite, on peut la remplacer très rapidement par une autre puce. Hein. Maintenant, avec la portabilité, le service de portabilité, etc., même votre numéro, vous pouvez le garder et le maintenir. Et du coup, il n'y a vraiment aucun coût en fait, de transfert à supporter par le client. Vous voyez, le client aujourd'hui, c'est un client qui est vraiment très gâté. C'est un client qui est caractérisé par le fait qu'il est fainéant. C'est quelqu'un qui ne veut pas vraiment faire beaucoup d'efforts pour s'octroyer le produit ou le service. C'est un client qui est très exigeant. Pourquoi très exigeant? Parce que, en fait, tout le monde offre pratiquement des biens et des services de qualité minimum, c'est-à-dire la qualité, on l'a aujourd'hui, la qualité minimale, on l'a. Donc, ce que cherche aujourd'hui le client, c'est vraiment une valeur ajoutée, c'est-à-dire l'innovation, hein, quelque chose qui va lui apporter du plus par rapport aux autres. On est face également à un client qui est de plus en plus informé par rapport à ce qui se passe. Il arrive à comparer les prix en 2 secondes en ligne. Hein. Aujourd'hui, on peut comparer les prix des produits
pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires, etc. Bah, tout se fait en ligne. Aujourd'hui, on a toutes les informations qui sont disponibles en ligne. En un seul clic, on peut vraiment comparer les prix des différents produits, par exemple, entre deux points de vente différents, Géant et Carrefour. On peut le voir, ça, d'accord, clairement. Donc, vous voyez, on est donc, un client très informé, fainéant, qui est très exigeant par rapport à la qualité, par rapport à la performance, etc. Et qui n'a aucun, pratiquement, coût à supporter s'il change de marque du jour au lendemain. Donc, en fait, c'est pour ça d'ailleurs en marketing, on appelle le client roi. C'est vraiment, il est vraiment dans une situation très de pouvoir, hein, d'accord, par rapport aux entreprises aujourd'hui. Alors maintenant, je voudrais vous poser la question par rapport à la naissance même du marketing. À quel moment, à votre avis, on a commencé à parler du marketing, c'est-à-dire parler de ce processus de valorisation qui est le marketing? Pourquoi aujourd'hui, en fait, tout le monde doit valoriser son bien ou son service aux yeux des clients pour qu'on puisse les vendre en fait sur le marché. Est-ce qu'aujourd'hui on n'arrive plus à vendre ou quelle est la problématique en fait? À partir de donc je repose ma question. Il y a Oui, plusieurs oui, marques, madame. madame, pour vendre un seul Il produit. y a plusieurs quoi? Plusieurs marques, plusieurs Très bien. C'est-à-dire en un La seul mot, il y a concurrence. quoi? Très bien, La concurrents. bravo. concurrence. Il y a beaucoup de concurrence, effectivement. Il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui. Donc là, en fait, la présence de la concurrence sur le marché et en fait, l'intensité de la concurrence a fait naître ce nouveau ou bien cette nouvelle approche de management, cette nouvelle approche de considérer le produit et le client qu'est le marketing. OK? En fait, juste pour introduire un peu les choses, avant, à un certain moment, on ne parlait pas de marketing. Marketing, il est, en fait, on l'a vu, c'est-à-dire, ou bien il est apparu dans les années 1980 aux États-Unis, d'accord? En fait, avant les années 80, on ne parlait pas de marketing, on parlait en fait plutôt de la vente, ok? Alors, quelle est la différence entre l'approche vente et l'approche marketing? Tout simplement, avant, en fait, le souci majeur des entreprises, c'était comment on arrive à bien distribuer le produit. C'est-à-dire, le problème, ce n'était pas un problème de concurrence, ce n'était pas un problème vraiment d'exigence de la part des clients ou autres, hein, d'accord? On n'était pas vraiment face à un client exigeant, on n'était pas vraiment face à un client qui est très informé, etc. Et on n'était pas vraiment face à une grande concurrence, ok? À une concurrence très intense. Et du coup, en fait, le souci était comment on arrive à distribuer notre produit, comment on arrive, parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas ce nombre important de points de vente que vous voyez aujourd'hui. On ne parle pas de, par exemple, il y avait des régions où qui n'ont, qui en fait qu'on pouvait pas plutôt toucher. Pourquoi? Parce que ou bien à cause de la non-disponibilité des points de vente dans ces régions-là. Donc en fait, le problème c'est un problème de vente. Alors comment on arrive à distribuer nos produits, ok? Après, en fait, petit à petit, lorsque tout le monde arrive à vendre ses produits, à distribuer ses produits, au moment où il n'y a plus de problème de point de vente et de problème de distribution, donc bah, tout le monde a eu l'idée voilà, de s'installer, d'installer son entreprise, de produire et de vendre. Et du coup, en fait, à un certain moment, la concurrence, bon, on a commencé à parler vraiment de concurrence ou bien d'intensité concurrentielle. Okay? À ce moment-là, en fait, quand tout le monde arrive à vendre, tout le monde arrive à distribuer, mais comme on est face à un même marché, hein, donc bah, il faut se départager ce marché-là. Le marché, en fait, c'est comme un gâteau, d'accord? Donc, en fait, le marché, d'ailleurs, je m'attarde un peu sur la notion de marché. Le marché,
En fait, par marché, on veut dire client, d'accord? On utilise le terme marché pour dire l'ensemble de clients. Les clients qui sont potentiellement, bien, qui peuvent être potentiellement intéressés par le produit ou le service. C'est-à-dire, en fait, on ne parle pas du marché de l'entreprise. Si, par exemple, une entreprise fabrique de l'eau minérale, alors, les consommateurs, par exemple, du lait ne font pas partie du marché, forcément, du marché de l'eau minérale. Vous voyez, donc, en fait, chaque domaine d'activité, chaque produit, il a son marché propre à lui. OK? Donc, en fait, si par exemple, il y a trois fabricants d'eau minérale, OK, sur le marché, donc en fait, ces trois, ils vont se départager l'ensemble des clients qui pourraient être intéressés par l'eau minérale. OK? Donc, si par exemple, les clients potentiels aujourd'hui en Tunisie qui seraient intéressés par en fait l'eau minérale peuvent être en fait estimés à 6 millions d'habitants parmi les 12 millions d'habitants. OK? Donc, il n'y a que 6 millions d'habitants qui pourraient être considérés comme clients potentiels. Donc, ça, c'est le marché. 6 millions, c'est le marché. OK? C'est la population mère. Après, en fait, dans ces millions, si on est trois fabricants d'eau minérale, par exemple, ou quatre, ou cinq, bah, certainement, on va se départager. En fait, ces 6 millions-là, on va pas pouvoir en fait viser des gens qui ne consomment pas ou qui ne seraient jamais intéressés par l'eau minérale. C'est-à-dire, on va vraiment se limiter à 6 millions d'habitants. OK? Donc, l'idée, c'est quoi? C'est de se départager ces 6 millions. Alors, il y a par exemple une marque qui va avoir 40% de en fait, c'est-à-dire 40% de part de marché, c'est-à-dire elle va prendre 40% de ces 6 millions d'habitants. Une autre entreprise va prendre 20% et une autre entreprise va prendre 40%. Ça, c'est si on est trois, OK, sur le marché. Regardez ce qui arrive si il y a encore deux ou trois qui débarquent sur le marché. Deux ou trois entreprises qui fabriquent de l'eau minérale et qui débarquent sur le marché. Certainement, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont essayer d'attirer les clients des marques existantes sur le marché, qui existent déjà sur le marché. D'accord? Donc, en fait, chaque entreprise qui vient de débarquer sur le marché va essayer de grignoter des parts de marché des autres entreprises. OK? Et comme ça, en fait, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Ben, les autres marques vont perdre des parts de marché en contrepartie. Donc, elles doivent essayer de trouver peut-être d'autres niches de marché qui n'ont pas été desservies ou autres. Bon, il y a beaucoup de stratégies que vous avez déjà vues, les stratégies de croissance interne et externe. Vous avez vu au niveau du module environnement de l'entreprise. On ne va pas s'attarder sur tout ça, mais juste j'ai voulu vous expliquer en fait le rôle de la concurrence dans l'apparition du marketing. Donc en fait, regardez après, qu'est-ce qui se fait généralement? Alors les entreprises, non, qui par exemple, qui ont déjà introduit cette approche, cette culture marketing, je dirais, dans leur entreprise et qui avaient vraiment élaboré de bonnes stratégies marketing, vont être toujours présentes. Elles vont vraiment pouvoir survivre sur le marché. Les autres vont peut-être petit à petit disparaître, donc perdre leurs clients et disparaître du marché. Pourquoi? Parce qu'elles n'arrivent pas à survivre en n'ayant pas su, en fait, élaborer de bonnes stratégies marketing pour fidéliser leurs clients. OK? Donc voilà, c'est tout ça. Ça, c'est juste une petite en fait, parenthèse, si vous voulez, pour vous donner une idée sur ce qui se passe réellement sur le marché. OK, donc la concurrence, c'est vraiment le danger numéro un. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de veille concurrentielle, hein, d'accord? Toutes les entreprises aujourd'hui, grâce à la data, elles ont pu avoir ou bien elles ont mis en place tout un département parfois, hein. Vous pouvez le trouver dans certaines entreprises, un département dédié rien
que à la veille concurrentielle pour garder toujours un œil sur ce que fait le concurrent. Voilà, et collecter toutes les datas nécessaires pour effectuer cette veille concurrentielle en permanence. Voilà, donc je reviens à la définition de marketing. Alors, le marketing, effectivement, c'est un concept, c'est une approche, c'est une culture qui est apparue suite à la présence de la concurrence. OK? Après, donc, c'est quoi le marketing? Tout simplement, comme l'a dit votre camarade, c'est un processus de valorisation. OK? Donc, c'est tout un processus. Alors, qui dit processus dit quoi? Dit un ensemble d'étapes. OK? C'est un ensemble d'étapes, donc, où on va utiliser certainement plusieurs techniques. Et cet ensemble d'étapes, ce processus va nous permettre de créer de la valeur. Maintenant, la question qui se pose, alors, à quel moment on peut dire qu'on a créé de la valeur aux yeux du client? Comment on va pouvoir arriver à créer de la valeur aux yeux de quelqu'un, aux yeux d'un client, aux yeux d'un consommateur? À votre avis, dites-moi. Quand il achète ce produit. Quand il l'achète. Mais regardez, il faut partir du principe que si le client ne voit aucune utilité, aucune valeur ajoutée, il n'achètera jamais. C'est-à-dire, on ne voit pas, n'aperçoit pas la valeur après l'achat du produit. Ben, il faut apercevoir la valeur avant l'achat pour en fait décider à travers, très bien, oui, ça pourrait être effectivement une technique qu'on pourrait utiliser, c'est une technique marketing et publicité qu'on pourrait utiliser pour effectivement valoriser un produit ou un service. Tout à fait. Alors, Marie Mkroul, adapter les besoins et les souhaits de ce client. Parfait, parfait, Marie, tout à fait. Je reviens à ce que tu viens de dire, Malima. Fatma dit lorsqu'on fidélise le client. Alors, Fatma, en fait, je m'attarde sur la fidélisation. Lorsqu'on fidélise le client, en fait, le client n'aperçoit pas la valeur quand on le fidélise, d'accord? En fait, déjà, il faut le recruter avant de le fidéliser. La fidélisation, c'est une étape post-recrutement, c'est-à-dire il faut vraiment le recruter pour qu'il devienne réellement notre client pour après qu'on puisse parler de client fidèle, d'accord? Donc ça, il y a une autre étape, il y a une autre manière de faire les choses, mais là, on parle réellement de la création de valeur pour pouvoir recruter déjà le client, pour qu'un prospect devienne notre client, OK? Ou bien pour attirer les clients, comme je viens de le dire, pour attirer les clients des autres marques. Alors, je reviens à ce que vient de dire Mariam. Adapter les besoins et les souhaits de ce client, effectivement. Tu as touché en fait au, au principe de base, hein, à l'équation de base. C'est une équation qui est très, très simple. Alors aujourd'hui, en fait, contrairement à l'approche vente, en marketing, en fait, on se base sur le principe suivant. C'est que si on veut réellement créer de la valeur, bah, il faut que notre offre arrive à répondre aux besoins et attentes du client. C'est-à-dire, aujourd'hui, contrairement, je dis bien, contrairement à l'approche vente, parce que en Tunisie, par exemple, il y a pas mal d'entreprises qui n'ont pas encore compris les choses, qui n'ont pas encore compris qu'il faut absolument aujourd'hui faire du marketing. D'accord? Elles sont en train, en fait, d'adopter une approche plutôt orientée produit. C'est une approche vente, ce qu'on appelle également une approche product push. OK? Alors, c'est quoi le principe de cette approche qui est vraiment l'inverse du marketing, hein? D'ailleurs, c'est l'approche classique, hein, qu'on avait en fait, ou bien qu'avaient toutes les entreprises avant les années 1980, même aux États-Unis. En fait, l'idée, c'est que l'entreprise, pour vendre un produit ou un service, elle se concentrait sur ce qu'elle pouvait faire à son niveau. C'est-à-dire, avant de fabriquer un produit, l'entreprise se limitait seulement à voir quelles sont les compétences qu'elle a, est-ce que les compétences sont disponibles ou pas pour fabriquer ce genre de produit, si
elle a le budget nécessaire pour fabriquer le produit, si elle a le matériel nécessaire, si la matière première elle est disponible, etc. Donc, en fait, toute la focalisation était sur le produit. C'est pour ça qu'on parle d'approche orientée produit ou bien product push. OK? Donc, une fois on est d'accord sur le budget, sur les compétences, bah, tout est là, tout est disponible pour pouvoir fabriquer le produit. On fabrique le produit et après, on essaie de le pousser au client. Chose qui n'est plus aujourd'hui évidente ou bien qui n'est plus, en fait, qui ne garantit plus la vente de notre produit face à une telle concurrence, face à des clients qui sont, comme je l'avais dit tout à l'heure, caractérisés par une certaine exigence, un certain niveau d'information, etc., etc. Donc, cette approche-là n'est plus valable aujourd'hui. C'est-à-dire ne garantit plus la vente du produit. Alors que vous savez très bien que le souci majeur de toute entreprise dans le monde entier, c'est-à-dire dans le marché national, international, etc., c'est d'arriver à vendre son produit et de faire des gains, c'est-à-dire d'améliorer le chiffre d'affaires afin d'améliorer la marge bénéficiaire, etc. Ça, c'est le souci numéro un, d'accord, de toute entreprise. Donc, en fait, après, aujourd'hui, il y a des études qui ont montré, donc ils ont fait l'expérience auprès des entreprises, etc., des études scientifiques qui ont montré que, en fait, les entreprises qui adoptent encore cette culture orientée produit, ont une probabilité d'échec qui est égale à 85%. C'est-à-dire, vraiment, ce sont des entreprises qui sont dans une situation très, très, très risquée. Si elles n'adoptent, c'est-à-dire si elles ne migrent plus, elles ne migrent pas vers une approche plutôt marketing, ok? Alors que il s'est avéré que les entreprises qui font du marketing aujourd'hui, elles ont une probabilité d'échec qui est égale et estimée à seulement 15%. OK? Donc, vous voyez, donc c'est vraiment quand même, il y a un écart très important entre les deux probabilités. Donc, la probabilité d'échec, bien évidemment, elle est beaucoup plus importante si on reste dans cette approche classique, cette approche de vente. On fabrique le produit, on essaie de le pousser au client. OK? L'approche, en fait, inverse, qui garantit beaucoup plus la vente du produit dans un marché de plus en plus concurrentiel, c'est l'approche marketing, ce qu'on appelle également l'approche orientée client ou bien l'approche market pool, c'est-à-dire le client. Le market, c'est le marché, c'est l'équivalent des clients. OK? Donc, en fait, l'approche marketing, c'est une approche plutôt orientée client, c'est-à-dire la concentration doit se faire sur le client avant de regarder le produit. Ah, le produit viendra après. C'est-à-dire, comme l'avait dit Mariam, en fait, il faut commencer par identifier, comprendre quels sont les besoins des clients en termes de produits, de services. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Quels sont les problèmes qu'ils sont en train de rencontrer et qu'ils veulent vraiment résoudre à travers la consommation ou bien l'utilisation de produits ou de services. En fait, une fois, on arrive à détecter les problèmes, ce qu'on appelle les besoins en marketing. Donc après, l'idéal, c'est d'arriver à fabriquer le produit qui viendra répondre parfaitement aux attentes et aux besoins de ses clients. OK? Donc, en fait, l'idée ou bien la tâche la plus difficile ici consiste en quoi? Elle consiste en quoi la tâche la plus difficile dans ce processus marketing? C'est quoi la tâche la plus difficile? Est-ce que c'est en fait la conception du produit, la fabrication du produit ou oui? Oui, je vous Étudier les écoute, oui. besoins des clients. Très bien, bravo. La tâche la plus difficile, et c'est la première étape de ce processus marketing, c'est comment on arrive à bien comprendre les besoins et les attentes, les comportements du client. OK? Donc, en fait, alors, comment ça, c'est devenu possible aujourd'hui? Avant, on n'avait pas les moyens pour avoir
en fait, les informations nécessaires sur les besoins, les attentes, les comportements, la personnalité, etc. des clients. Aujourd'hui, c'est devenu faisable. Grâce à quoi c'est devenu faisable? Grâce à? Alors, grâce à quoi? Grâce à quoi c'est devenu Au aujourd'hui data? faisable? Très bien, c'est grâce à la disponibilité de la data. Tout à fait. C'est la data qui, en fait, aujourd'hui, nous permet d'avoir une idée sur les besoins, les attentes du marché, etc. D'accord? Et donc, après, donc, une fois on analyse toute cette data sur les clients, ben, on arrivera après à, en fait, décider de quel en fait, produit ou bien quel produit il faut fournir aux clients, il faut offrir pour qu'on garantit la vente. OK? Et comme ça, vous voyez comment on va diminuer la probabilité d'échec. Donc aujourd'hui, les entreprises qui font du marketing n'ont pas vraiment beaucoup de risques et leur probabilité d'échec est vraiment très, très faible. OK? Alors, donc, ce processus, il est classique, c'est un processus classique. Alors, voici ce qu'il faut faire. Il faut, commencer par comprendre, identifier et comprendre les besoins, les attentes, etc. OK? Ensuite, il faut communiquer. Communiquer, c'est-à-dire, il faut vraiment, à travers notamment les techniques de communication, mettre les clients dans une situation de besoin. OK? Il faut leur montrer que ils ont réellement ce besoin. Regardez. Par exemple, je vous donne un petit exemple pour que vous puissiez comprendre comment on arrive à créer une situation de besoin. Je ne parle pas de la création du besoin. Le besoin, s'il n'existe pas, il n'existera jamais. Par contre, il peut être là, mais caché quelque part, qui n'a pas encore été stimulé, OK, ou bien suscité pour qu'il soit exprimé par le client afin de le pousser et le motiver à aller chercher le produit. Par exemple, si vous êtes dans un pays, vous vivez dans un pays où il ne pleut jamais, d'accord? Vous n'allez pas ressentir réellement le besoin d'acheter un parapluie. Et d'ailleurs, dans ce pays, on ne vend pas de parapluie. Le produit parapluie n'existe pas. Alors, imaginez que vous voyagez, que vous partez, en fait, partez dans un autre pays pour des vacances, par exemple, et là où il pleut tout le temps. OK? Bah, vous allez vous apercevoir qu'il y a un problème. Vous allez en fait, vous mettre dans une situation de problème, une situation de besoin. Et c'est là où vous allez vous dire, ah ben, il me faut quelque chose pour me protéger du pluie. Est-ce qu'il y a réellement un produit? Eh ben, si vous êtes exposé à un parapluie, vous allez l'acheter tout de suite. OK? Vous voyez comment on peut, c'est-à-dire, en fait, le consommateur, s'il ne ressent pas le besoin, s'il ne voit pas l'utilité, en fait, n'aperçoit pas l'utilité du produit, c'est-à-dire, s'il ne voit pas réellement de la valeur derrière l'utilisation du produit, il n'achètera jamais. Quoi que vous fassiez, bah, vous n'allez jamais, 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 en fait, influencer ce consommateur qui est très informé, qui est très exigeant, qui est très raisonnable aujourd'hui. Vous voyez? Donc, oui, vous pouvez le faire, par exemple, dans le cas où vous visez des enfants, dans le cas où le produit vise des enfants, oui, les enfants sont facilement influençables, etc., mais pas des personnes, c'est-à-dire jeunes adultes, adultes ou seniors. Vous voyez, donc, euh, on dit toujours en marketing qu'on est face à un client plutôt raisonnable, hein, d'accord? Donc, on ne peut pas réellement le manipuler si on ne montre pas que en contrepartie de l'argent qu'il va payer,
qui va dépenser, il va avoir de la valeur utilitaire, symbolique. Alors, la valeur, après, elle peut être utilitaire ou symbolique, hein. C'est-à-dire, on peut parler de valeur symbolique, genre l'estime de soi. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. La valeur utilitaire, c'est clair, c'est la valeur qui est derrière un produit qu'on va réellement utiliser pour son utilité. OK? Par contre, c'est-à-dire pour ses fonctionnalités de base. Par contre, parfois, il y a des gens qui achètent, qui dépensent beaucoup d'argent, parfois des milliers de dinars, par exemple, pour acheter une veste ou un vêtement, pour acheter un accessoire, etc., qui réellement, en fait, parce que derrière lui, ne recherche pas forcément en fait, l'utilité, hein, d'accord, mais cherche plutôt en fait, d'avoir une certaine, peut-être un certain estime de soi, une certaine confiance pour se faire valoir par les autres, parce que pour certains, par exemple, le regard des autres est très important et du coup, ils vont se valoriser s'ils vont porter ce genre de vêtements. Vous voyez, donc on n'achète pas parfois les produits pour leur utilité, pour leur fonction utilitaire, et parfois pour leur fonction plutôt symbolique. OK? Voilà, ça, c'est le symbole d'une communauté. Alors, regardez ce qui se passe avec Apple. Apple, comment elle est en train de recruter et fidéliser ses clients? C'est à travers l'aspect communautaire, hein. Donc, c'est une valeur plutôt symbolique sur laquelle est en train de miser la marque Apple. C'est cette valeur sociale, hein, qui est très, très, très recherchée aujourd'hui par les gens. Et donc, en fait, c'est comme si il y a aujourd'hui toute une communauté autour de la marque Apple. Et si les gens consomment les produits Apple, ils vont pouvoir intégrer cette communauté qui est en train de s'agrandir petit à petit, etc. Donc, les gens, parfois, consomment un smartphone Apple, pas pour les fonctionnalités ou bien les fonctions utilitaires du smartphone, peut-être au niveau de l'utilité ou bien au niveau des fonctionnalités, ils préféreraient de loin les smartphones Samsung, mais pour pouvoir intégrer cette communauté Apple, qui se trouve un peu partout d'ailleurs dans le monde, il faut acheter un smartphone Apple. Vous voyez, ça c'est une autre valeur recherchée. Ça exprime d'ailleurs un autre besoin. OK? Donc, alors, la finalité aujourd'hui, regardez, je reviens à ce schéma. La finalité du marketing, certes, c'est pour vendre, d'accord, pour augmenter le chiffre d'affaires, pour avoir un certain chiffre d'affaires qui arrive à rentabiliser notre projet. Certes, c'est pour recruter des clients, mais la finalité ultime, en fait, du marketing, c'est pas seulement de vendre, mais c'est pas seulement de recruter, mais c'est plutôt on fait du marketing aujourd'hui pour faire quoi? Pour, au-delà du recrutement, on le fait pour, hein? Pourquoi on le fait? Pour, alors regardez ce schéma. On le fait pour fidéliser, d'accord? Pour fidéliser. Alors en fait, aujourd'hui, regardez, en termes d'investissement, les entreprises investissent beaucoup plus dans la fidélisation des clients que dans le recrutement des clients. Pourquoi? Parce qu'en fait, un client fidèle apportera 5 clients avec lui. C'est-à-dire, si vous êtes fidèle, vous allez par défaut recommander le produit et parler du produit à votre entourage. OK? Ça se fait automatiquement, d'une manière très inconsciente. OK? Donc, vous allez réellement, grâce à votre expérience et la confiance que votre entourage vous fait, vous allez ramener avec vous 5 autres clients à l'entreprise. Voilà, donc on fait du recrutement de manière très simple. Alors que un client de perdu, OK, il va ramener avec lui 11 clients perdus.
Donc, si vous perdez un client, vous allez perdre réellement 12 clients. Ça, c'est en moyenne. Ça, c'est des études qui les ont montrées, hein, ces chiffres-là. C'est pas moi qui est en train de l'inventer. OK? Donc, vous voyez, donc, autant garder, maintenir les clients fidèles. Parce que les fidèles vont à un certain moment être les ambassadeurs de la marque. Ils vont parler du produit, ils vont recommander le produit, etc. Ils vont donc ramener des gens. Ils vont participer au processus de recrutement. OK? Donc, on fait à autre chose. Alors, si on part du principe, ou bien du principe de la loi de Pareto, vous connaissez cette loi, la loi 20-80? Vous la connaissez ou pas? Hmm. Non, Alors madame. oui, d'accord, non. OK, donc en fait, alors la loi de Pareto 20-80, bah, Monsieur Pareto, il est venu avec une certaine équation, si vous voulez, c'est un certain principe. Alors, il dit que, bah, et ça a été prouvé après, hein, même aujourd'hui dans les entreprises, on considère cette loi de Pareto. Alors, on dit que, en fait, dans chaque entreprise, il y a seulement 20% réellement, 20% des clients qui apportent 80% du chiffre d'affaires. Donc, c'est pas la peine de se concentrer sur tous les clients, d'accord, qu'on a dans la base de données. Parce que dans la base de données, on peut déjà segmenter les clients en des clients en fait, euh, clients, c'est-à-dire qui ne sont pas très importants, les clients moyens et les gros clients, ou bien les clients VIP, qui sont les plus fidèles en fait. OK? Donc en fait, ici, il s'est avéré que il n'y a que 20% qui réellement sont en train d'apporter 80% du chiffre d'affaires. Bah, autant se concentrer les investissements sur ces 20%. Généralement, ces 20% représentent les clients fidèles. Donc, en fait, quand vous avez un budget qui n'est pas très important et que vous devez prioriser un peu les actions marketing, OK? Bah, la priorité, il faut la donner aux clients fidèles. C'est-à-dire, si vous allez investir de l'argent, investissez-la sur les clients fidèles plutôt que sur les nouveaux clients, sur les prospects, c'est-à-dire que vous voulez convertir en clients. OK? Donc ça, c'est en fait une équation qui est très utilisée et très considérée dans les entreprises aujourd'hui. OK? Voilà, donc ça c'est juste pour introduire un peu le marketing pour que vous puissiez en fait après suivre un peu la logique du data marketing, hein. Alors maintenant, ça vous le connaissez, la pyramide de Maslow, vous connaissez ça, hein? Je pense que vos camarades dans les autres classes m'ont dit que vous avez déjà vu ça je pense, dans le module environnement de l'entreprise. Oui, madame. D'accord, très bien. Alors en fait, vous voyez là, ça, je vais rebondir au point au point que je viens d'aborder. C'est le fait que en fait, la valeur n'est pas toujours utilitaire, c'est-à-dire les gens ont plusieurs besoins. D'accord? Alors, selon Maslow, en fait, il considère que il y a pratiquement 5 classes de besoins. C'est-à-dire chaque personne est là 5 catégories de besoins. OK? Et ces besoins, bah, selon Maslow, même si ce principe, cette pyramide a été critiquée après, OK, par certains chercheurs, Maslow, en fait, trouve que, ou bien stipule que les besoins sont hiérarchisés. C'est-à-dire, par exemple, ici, il stipule que les besoins physiologiques sont les besoins primaires, sont les besoins qu'il faut satisfaire en premier. C'est-à-dire que chaque être humain
est en train de chercher à satisfaire en premier. Ce sont les besoins, par exemple, le besoin de manger, de boire, de dormir, de respirer. Alors, c'est ce qu'on appelle les besoins physiologiques. OK? Ensuite, alors, une fois l'être humain, bien une personne arrive à satisfaire ses besoins, c'est à ce moment-là où elle va réellement exprimer d'autres besoins du deuxième niveau qui sont pratiquement les besoins de sécurité, la sécurité du corps, de l'emploi, de la santé, de la propriété, etc. Donc, après, une fois, c'est bon, on a satisfait ce besoin de sécurité, on est bien sécurisé. L'être humain cherchera à satisfaire des besoins d'ordre social, des besoins sociaux. OK? Besoin d'amour, D'ailleurs, madame. oui, tout à fait. C'est à ce niveau-là, le besoin d'amour, d'amitié, d'appartenance, d'intimité, etc. En fait, tout ça, on le trouve dans les besoins sociaux, effectivement. Alors, une fois on mange bien, on boit bien, on a quelque chose, ou bien un abri pour qu'on puisse dormir tranquillement. Après, on cherche à sécuriser notre corps, sécuriser notre maison, sécuriser notre voiture, sécuriser notre emploi, notre santé, etc. Une fois ça, c'est bon, bah, c'est là où on commence à chercher l'amour, chercher à avoir des relations amicales, appartenir à des communautés, etc. Alors, regardez, moi, je fais le lien avec les différentes marques ici. Pour vous donner des exemples concrets, regardez Facebook qui se trouve à quel niveau. Alors, Facebook, par exemple, c'est une marque qui fournit des services. Alors, des services pour répondre à quels besoins? Pour répondre à des besoins plutôt sociaux. Alors, aujourd'hui, Facebook mise beaucoup sur les relations sociales et c'est grâce, en fait, regardez, grâce à ça qu'il a pu faire toute cette fortune. C'est-à-dire, il y a vraiment, c'est une approche, une stratégie très intelligente de la part de Mark Zuckerberg, parce que aujourd'hui, il a su détecter, comprendre les besoins des années, en fait, du 20e siècle, 20e et 21e siècle. Aujourd'hui, en fait, les nouvelles générations ont beaucoup besoin, en fait, ils expriment beaucoup de besoins d'ordre social, ok, surtout virtuels, ok. Donc, ils veulent faire des amis dans le C'est où monde on crée notre virtuel. appartenance et tout, notre Oui, amitié, tout à notre fait, tout à intimité. fait, tout à fait, tout à fait, c'est ça. Et donc, il a misé beaucoup sur ça. Il a offert, donc regardez le business model de Facebook, il a offert son service gratuitement aux gens, mais la question qui se pose alors, si il offre son service gratuitement, comment l'entreprise est en train de gagner de l'argent? Ben, la source principale de revenus, des revenus de Facebook, c'est la vente de data. Parce que finalement, c'est vrai, les gens accèdent à l'application Facebook gratuitement, mais en contrepartie, ils sont en train de publier, de partager des données, des informations, des photos, etc. Et toutes ces données font ce qu'on appelle, représentent ce qu'on appelle the content, okay, le contenu, qui est aujourd'hui une monnaie ou bien une en fait, un produit qui est très, très, très recherché par les entreprises. OK, donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Il donne gratuitement, il propose son service gratuitement. En contrepartie, il est en train de collecter de la data gratuitement. Vous voyez, il donne. Donc, c'est une relation win-win finalement. Il donne gratuitement, il collecte gratuitement sans faire d'efforts. Après, il a tout un département BI et DS pour faire le traitement et en fait, l'interprétation de ce contenu pour pouvoir après le vendre aux entreprises. OK? Voilà, donc il vit grâce à la vente de data et bien évidemment à la publicité, la vente d'espace publicitaire. Ciblé, bien évidemment. Ciblé grâce à quoi? Grâce à la data encore une fois. OK? Alors voilà, donc après, il y a l'estime de soi, l'accomplissement personnel. Je ne vais pas m'attarder trop sur cette pyramide-là. C'est juste pour vous montrer que. Mais après, en fait,
les critiques qui sont faites aujourd'hui par les nouveaux chercheurs, c'est que ils disent que un être humain peut avoir en même temps des besoins physiologiques et des besoins sociaux en même temps, sans pour autant, c'est-à-dire, je peux ne pas vraiment satisfaire tous les besoins physiologiques et arriver à avoir exprimer des besoins sociaux. Aujourd'hui, il y a des gens qui mangent pas très bien pour pouvoir aller se connecter sur Facebook. Donc, le besoin social prime parfois. OK, donc il reste sans nourriture toute la journée pour qu'ils puissent communiquer sur Facebook avec leurs amis, etc. Donc, ça se voit très bien que, donc, parfois, on peut prioriser les besoins sociaux par rapport aux besoins physiologiques, hein, d'accord? Voilà. Donc maintenant, alors le rôle du marketing dans les décisions de l'entreprise. Très rapidement, je vais vous donner quatre petits exemples pour vous montrer en fait le rôle aujourd'hui du marketing dans les décisions de l'entreprise. En fait, par rapport aux produits, par exemple, dans l'approche classique qui n'avait aucune approche marketing, c'est-à-dire dans les entreprises qui n'avaient aucune culture marketing, au moment où elle voulait prendre une décision par rapport aux produits qu'elle devait fabriquer. Généralement, elle posait la question par rapport à quel produit il faut fabriquer en fonction de ce qu'on a comme compétences, comme ressources, en fait budget, etc. OK? On s'en fout des clients. Maintenant, quand on a en fait une certaine culture marketing, alors, quand on va décider par rapport au produit, il faut toujours, en fait, considérer le client et poser la question suivante. Alors, se dire quels produits les clients potentiels sont-ils plutôt prêts à acheter? C'est-à-dire, il ne faut pas voir ce que nous, on peut faire, mais il faut voir ce que les clients, en fait, souhaiteraient plutôt trouver dans les rayons, c'est-à-dire acheter. OK? Au niveau du prix également, il ne faut pas se dire alors quel est le prix qui va nous faire le plus, qui va nous faire apporter le plus d'argent. Non, c'est plutôt alors quel est le prix que les clients sont-ils prêts à payer plutôt. Parce que parfois, regardez, ce qui se fait, c'est que généralement, les entreprises, quand elles fixent le prix, elles considèrent en premier lieu le coût de production, c'est-à-dire combien ça lui a coûté. Si je prends par exemple une bouteille d'eau, bah, si ça m'a coûté 200 millimètres, bah, il faut que je lui rajoute une petite marge bénéficiaire qui peut aller jusqu'à 20% au départ, plus la marge du distributeur qui va distribuer le produit pour arriver à un prix, par exemple, de 600 millimètres. OK? Donc, alors 600 millimètres après, la question qui se pose, parfois, il y a des produits qui sont proposés à des prix qui ne plaît pas aux clients. C'est-à-dire qu'ils trouvent, par exemple, très cher ou bien plutôt très bas. OK? Donc, en fait, un prix très cher n'est pas un prix accepté par les clients. Pourquoi? Parce que les clients, généralement, quand ils décident d'acheter ou ne pas acheter un produit, ils évaluent un peu le rapport qualité-prix. OK? Donc, ils vont voir la qualité et ils vont essayer d'évaluer le prix en fonction de cette qualité-là. S'ils trouvent que le prix il est supporté par cette qualité, ils achètent. S'ils trouvent qu'il y a un écart très important, ils n'achètent pas. OK? Donc, en fait, ici, c'est exactement, mais en fait, avant de fixer le prix, il faut considérer la perception et l'attitude du client à l'égard du prix que vous allez fixer. OK? Il faut voir si les clients sont-ils prêts à payer ce genre de produit à ce prix-là ou pas. Donc, en fait, ce qui se fait par les entreprises aujourd'hui, hein, les entreprises, bien évidemment, qui ont vraiment une culture marketing, c'est de tester le prix. Avant de lancer le produit sur le marché, dans les rayons, c'est-à-dire des points de vente, il faut tester le prix auprès des clients. Donc, en fait, on invite les clients voilà, à voir le produit, à découvrir le produit. On leur propose une panoplie de tarifs, de prix.
associé à ce produit. Après, c'est à eux voilà, de fournir l'information par rapport au prix qu'il accepte pour acheter ce genre de produit. Donc, on fait ce qu'on appelle de l'expérimentation en laboratoire. OK? Donc, on invite les clients pour tester l'acceptation du prix. Même chose par rapport au produit, ses caractéristiques, ses fonctionnalités, tout ça. On le teste avec les clients avant de le lancer sur le marché, hein. Parce qu'une fois on lance le produit, ce n'est plus fait, c'est-à-dire ce n'est plus possible de faire un marche arrière, hein. Si on retire un produit des rayons du marché, ben, on va toucher à son image de marque et le client, il va se dire, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a retiré? Il y a une défaillance, il y a en fait peut-être ils ont utilisé de la matière première qui est pourrie ou autre, vous voyez, de mauvaise qualité, etc. Donc voilà. Bon, après, on aura des difficultés à revendre le produit, hein. Une fois on touche à son image de marque. Alors, troisième décision, c'est par rapport à la communication. Quand vous communiquez, par exemple, un produit pour la première fois ou même pour, si vous avez un objectif de rappel, bah, il faut jamais, jamais choisir le média qui vous plaît à vous en tant que manager de l'entreprise. Non, c'est pas un choix personnel. C'est pas parce que l'événement X vous plaît tellement que vous voulez vraiment mettre en place vos affiches dans cet événement-là. OK? Non, le choix du média dépend de la cible des clients que vous êtes en train de cibler. C'est-à-dire, il faut à un certain moment, on a tout à l'heure parlé au niveau de l'étape 1 du processus marketing, on a dit comprendre les besoins, les attentes, les comportements. Effectivement, il faut comprendre les comportements. Les comportements, c'est-à-dire, il faut comprendre à un certain moment quels sont les médias auxquels les clients sont les plus exposés et qui ont réellement un impact sur leur décision d'achat. C'est-à-dire, il faut se poser la question, qu'est-ce qui pourrait inciter les clients à acheter le produit? Nous, si on fait de la communication, c'est pourquoi faire? C'est pour inciter les clients à acheter. Tout ce qu'on fait, il a comme objectif d'inciter à l'achat. OK? Donc, si vous ne choisissez pas le bon média, si par exemple vous ciblez les jeunes et vous faites un spot télévisé, c'est-à-dire à la télé, et vous savez très bien que les jeunes ne regardent pas aujourd'hui la télé, bah, ça servira à quoi d'investir à la télé? Donc, en fait, ça, il faut que le choix soit un choix ciblé. OK? Ça, c'est du marketing. Euh, et un dernier point par rapport aux décisions de l'entreprise, même chose. Le jour où vous allez choisir le point de vente, hein, le point de vente où vous allez vendre votre produit. OK, vous n'allez pas choisir le point de vente qui est le plus proche à votre entreprise, parce que vous voulez vous éviter les embouteillages ou bien vous voulez vraiment réduire la consommation de carburant de vos camions. Non, ça, c'est pas un choix marketing. OK, il faut faire très attention parce que en fait, votre cible peut ne pas être dans ces points de vente, c'est-à-dire peut ne pas faire ses courses réellement dans ce point de vente que vous avez choisi. Il faut donc choisir le point de vente, en fait, où vos clients potentiels font leurs courses. OK, donc il faut se poser la question suivante. Quel point de vente correspond-il le mieux aux habitudes et aux exigences de la clientèle? Donc, également, c'est à travers la data qu'on va pouvoir comprendre quels sont les points de vente qui, finalement, qui correspondent le mieux aux exigences de la clientèle et quels sont ces points de vente qui sont les plus visités par notre clientèle. OK? Si par exemple, on remarque que les jeunes aujourd'hui achètent plutôt en ligne, bah, autant privilégier la vente en ligne de notre produit. C'est pas la peine d'aller investir dans des points de vente offline, c'est-à-dire physiques, où on ne trouve pas forcément notre cible. OK? Voilà, donc ça, c'est le lien entre le marketing et les décisions de l'entreprise. Maintenant, on va voir la data. Alors, regardez bien cette visualisation. Regardez. En fait, alors, est-ce que quelqu'un pourrait interpréter un peu cette photo? Donc, data is the new oil. OK? On l'appelle également aujourd'hui l'or noir, la data, hein, d'accord?
Alors, qu'est-ce qu'on veut dire en fait à travers qu'est-ce qu'on veut dire à travers cette image, cette visualisation? Hum. Oui. Alors, Youssef, t'es là? Youssef, on aimerait bien vous écouter. Ah, il faut qu'il y ait de l'interaction, sinon, pour moi, c'est pas très intéressant. Ah, source sûre de revenus. OK. Extraction d'une information à partir de données. Oui, d'accord. C'est cher. Oui, la data, c'est quelque chose de cher. Oui. Alors, en fait, the new oil. The new oil, c'est-à-dire, ça va remplacer quoi? Quelle est l'huile qui est connue Le aujourd'hui? pétrole. Le pétrole. Très bien, très bien. C'est le pétrole. Donc, en fait, quand on parle de oil, c'est clair que c'est le pétrole. C'est l'oil qui rapporte beaucoup d'argent aujourd'hui. Alors, en fait, regardez, data is the new oil, ça veut dire quoi? Donc, ça va remplacer réellement le pétrole. C'est le nouveau pétrole qui possède plus de données et plus riche. Tout à fait, Céline. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit, en fait, qui a plus de data ou bien qui a plus d'informations, c'est lui qui a le plus de pouvoir, carrément. Pouvoir à tous les niveaux, hein. Richesse matérielle, richesse financière, richesse en termes d'autorité. OK, donc c'est vraiment le pouvoir dans tous ces aspects. Effectivement, ben, aujourd'hui, la data va remplacer petit à petit, est en train de prendre une place très importante dans les marchés, dans le business, dans le monde du business. Et donc, en En fait, la fait, data aujourd'hui. Oui, madame, les données aujourd'hui peuvent être utilisées par les organisations pour créer des programmes de tarification intelligents et tout, oui, qui réagissent à l'activité du marché, ouais, tout ce à qui fait. permet aux entreprises de comprendre ce dont leurs clients ont besoin avant même de le faire. Tout à fait, très bien. Vous avez en fait tout restitué, Hamza, effectivement, tout à fait. Et en fait, pourquoi on parle de alors, data is the new oil, tout simplement parce que, en fait, avant, pour avoir de la richesse ou bien pour gagner beaucoup d'argent, parce que c'est ce que cherchent toutes les entreprises aujourd'hui, hein, ben, on investissait dans le pétrole. Pourquoi? Parce que le pétrole, c'était la ressource clé, OK, qui permet en fait de faire fonctionner les machines aujourd'hui, les bateaux, les avions, les voitures, toutes les machines industrielles, etc. C'est-à-dire, si on n'a plus de pétrole, on va plus avoir toutes ces industries, etc. C'est-à-dire, les clients sont là. Les clients les demandeurs de pétrole sont là, OK? Mais regardez ce qui va se passer le jour où on n'aura plus de pétrole. D'ailleurs, c'est pour ça, en fait, on a migré vers l'électrique, hein, OK? Parce qu'à un certain moment, on va plus, bah, le pétrole, il va disparaître. Si on n'arrive pas à trouver d'autres en fait, ressources, c'est-à-dire d'autres, comment on appelle ça, les plateformes. Non, c'est pas les plateformes. On appelle ça, j'ai oublié le mot, les nappes, voilà, les nappes de pétrole qui contiennent du pétrole, et ben voilà, on ne va plus avoir de pétrole. Alors, qu'est-ce qui va remplacer le pétrole aujourd'hui? C'est la data. Pourquoi? Parce que c'est la data qui aujourd'hui arrive vraiment à augmenter le chiffre d'affaires de toutes les entreprises. Parce que si bah, effectivement, on revient au même principe que tu viens de dire d'ailleurs, Hamza. Donc, c'est que la data, c'est elle qui nous permet d'identifier les besoins des clients. Et du coup, si on arrive à bien comprendre les besoins des clients, on va leur faire acheter encore plus et plus et plus et plus. C'est-à-dire, un même client qui a beaucoup ou bien plusieurs besoins, ben, on peut lui offrir plusieurs variétés de produits et il achètera tout en étant satisfait. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à lui proposer une solution à son problème. Vous voyez? Donc, finalement, bah, je reviens à cette relation win-win, hein, finalement. On apporte des choses, c'est-à-dire on n'est pas dans la manipulation. C'est vrai, on est en train de collecter de la data
en utilisant différentes sources de collecte de données, telles que les tags, les cookies, les outils de traçabilité, etc. Ça, c'est pas bien parfois. Il y a aussi parfois, on parle d'intrusion de la vie intime, privée des clients, etc. Mais après, bah, tout ça, on peut le considérer comme étant une chose positive, de la manipulation positive, si on considère que finalement, nous, on cherche des données, des informations sur le client pour qu'on puisse lui fournir en fait la meilleure offre qui permet de résoudre ses problèmes. Et quand le client, bah, il arrive à résoudre ses problèmes grâce à vous, grâce à cette entreprise-là, qui était en train à un certain moment de chercher des données sur lui, il va être content, satisfait. Voilà, parce que le résultat est là. On arrive à lui fournir vraiment le produit idéal à ses yeux. OK? Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce à la data. D'ailleurs, les entreprises qui, à un certain moment, vendaient du pétrole aujourd'hui, elles commencent à vendre de la data parce qu'elles ont tout compris. OK? La data, d'ailleurs, c'est une arme aujourd'hui. Hein. C'est une arme, une vraie arme, parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, celui qui possède la data aujourd'hui, c'est celui qui possède tout le pouvoir. Et vous, moi, je le dis franchement, vous êtes très chanceux, très, très chanceux, puisque vous allez être les futurs ingénieurs pétroliers de demain. OK? Les- c'est très connu. À un certain moment, les ingénieurs en pétrole étaient les mieux payés, les mieux classés, les plus recherchés, etc. Bah, vous, les data analysts, vous allez être vraiment jouer le rôle d'ingénieur pétrolier en fait dans c'est-à-dire de cette époque-là, parce qu'aujourd'hui tout le monde parle data, tout le monde cherche à collecter de la data, exploiter de la data, vendre de la data, tourne autour de la data, et vous représentez tout ça. C'est votre métier, d'accord? Donc vous êtes vraiment plein dedans, et encore plus, vous avez vraiment une réelle opportunité qu'il faut pas la perdre d'ailleurs, qu'il faut la saisir à tout prix. C'est que on est vraiment, le monde entier en parle et on est, du moins en Tunisie, en Europe, on est dans la phase d'introduction et dans la première phase de croissance, disons. On n'a pas donc atteint la maturité au niveau de ce métier-là. Donc, vous avez encore des choses à faire devant vous, d'accord? Vous êtes vraiment dans cette courbe de croissance. Donc, voilà, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances d'être vraiment des spécialistes dans la data. Voilà, donc ça, c'est par rapport à la data, c'est par rapport au rôle de la data aujourd'hui. Maintenant, plus spécifiquement, alors la data en marketing maintenant. Alors, quel est le rôle de la data plus spécifiquement en marketing? Qu'est-ce que la data apporte aujourd'hui de plus à ce processus de valorisation? On l'a bien dit tout à l'heure, ça me permet de comprendre, d'identifier les besoins des clients, etc., etc. Mais on peut aller au-delà. C'est-à-dire la data aujourd'hui, vraiment, c'est l'input essentiel à toute prise de décision stratégique. Quand on parle de stratégie, ben, on doit recourir à la data pour euh, prendre les décisions. OK? On ne peut pas parler de stratégie si on ne se base pas sur la data. OK? On peut parler de tactique, d'action, de réaction, etc., mais pas de décision stratégique. OK? Une décision stratégique doit se baser sur de la data. OK? Donc, c'est l'input, c'est de la matière première. Elle est devenue pour un décideur une vraie matière première, la data. Alors, la data au marketing, elle sert à quoi? Ici, ce n'est pas une liste exhaustive. Hein. Je vous ai tout simplement vous donner quelques exemples pour que vous puissiez un peu voir pardon, à quoi ça sert aujourd'hui en marketing. La data, elle sert par exemple pour recruter de nouveaux clients. Donc, de faire de la prospection afin d'attirer de nouveaux clients. Alors, la data sert également pour convertir un prospect en un client. Est-ce que vous pouvez me donner un exemple concret? Comment la data, grâce à la data, on arrive aujourd'hui
à convertir un prospect en un client. Alors déjà, est-ce que vous faites la distinction entre un prospect et un client? Hmm? Est-ce que vous faites la différence entre les deux? Oui, non? Madame, je pense معناتها الفرق بيناتهم إنه الكليون il achète. Bah, tout à fait, très bien. Effectivement, un prospect, si on prend par exemple l'exemple d'un site de e-commerce comme Amazon, par exemple, un prospect, c'est quelqu'un qui visite le site et quitte sans avoir acheté le produit. D'accord? Un client, c'est quelqu'un qui a acheté au moins une fois le produit de l'entreprise. Ça, c'est dans la base de données, il y a une différence entre le prospect et le client. On a une colonne qui comporte tous les clients qui sont plutôt des prospects, qu'on considère des prospects, et une autre colonne pour mettre en fait tous les clients. Les clients, ça veut dire une fois, il a acheté. Alors, par contre, il y a en fait un mot-clé. Bon, je ne vais pas m'attarder sur tous les détails. C'est ce qu'on appelle lead, L-E-A-D, A-D, d'accord? Un lead, c'est entre le prospect et le client. Un lead, c'est quelqu'un qui était à un certain moment visiteur, prospect, visiteur du site, mais qui a inséré en fait un produit dans le panier. Il a Madame, créé il un existe compte. aussi des types de leads, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est le marketing qualified lead et le sales qualified lead, c'est ça? D'accord, ok. Vous êtes bien documenté, hein. D'accord. On ne va pas rentrer dans les détails, c'est pas un cours de marketing, mais juste c'est de la culture générale, hein. نحب نعطيكم هكا quelques concepts clés. Ok? Donc en fait, juste pour vous dire que vraiment, entre prospect, lead et client, il y a quelques nuances. Ok? Donc en fait, un prospect, c'est quelqu'un qui visite seulement, qui est là, qui a visité le site. Un client, c'est quelqu'un qui a acheté un produit. Voilà, c'est ça la différence. On ne parle pas de client si la personne n'a pas acheté le produit. OK? Donc, en fait, alors, comment on utilise la data? Dites-moi, Tim, il y a un exemple. Comment on peut utiliser la data? Imaginez que nous sommes le groupe Amazon, OK? Alors, on a détecté la présence de quelqu'un sur notre site qui est en train de chercher, de cliquer sur certains produits, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Comment on peut utiliser la data pour rendre ce prospect un client, pour qu'il devienne un client? Comment on peut l'inciter, c'est-à-dire à acheter un produit de chez nous? Comment on peut le faire, ça? De la pub ciblée sur le site, sur notre site, c'est ça? Est-ce qu'on parle de Madame, pub? Oui. en fait, la data peuvent utiliser des analyses pour déterminer les tendances et tout. C'est-à-dire, Hamza. Bon. Est-ce que vous pouvez Euh, expliquer un peu plus les choses? les marques peuvent utiliser des données Oui. anonymisées pour analyser les tendances. Ok, oui, ça pourrait nous donner une idée. Mais regardez, comment on peut après généraliser, c'est-à-dire comment on peut savoir si cette personne en particulier, est-ce qu'elle fera partie des clients qui ont cette tendance ou non? C'est-à-dire, regardez, imaginez que, imaginez que ce prospect, il est venu visiter votre site pour chercher euh, en fait, une cafetière. D'accord? Une cafetière. Donc, on sait très bien à travers les clics, à travers les tags, il y a pas mal en tout cas, il y a pas mal d'outils hein, qui nous permettent de collecter de la data sur les clients ou sur les prospects, les cookies, les tags, etc. Il y a des partenariats également qu'on peut faire avec d'autres entreprises pour nous fournir
en fait, des données sur ce même client, pour suivre un peu sa trace, où est-ce qu'il est parti, chez qui, visiter quel type de site, etc. Il y a Google qui est là pour vendre toutes les données sur les clients, etc. Il y a Facebook qui est en train de vendre toutes les données sur les clients, etc. Donc, en fait, regardez, partons de l'idée que nous, on a de la data. OK? Comment on peut inciter ce visiteur qu'on appelle prospect, qui est en train de chercher en fait une cafetière, à acheter la cafetière qu'il est en train de chercher, qui répond parfaitement à ses besoins, parce qu'on part de l'idée que si on lui propose la cafetière idéale pour lui à ses yeux, qui répond parfaitement à ce qu'il cherche, bah, il va tout de suite la mettre dans le panier et l'acheter. Et comme ça, on va le convertir en un client. Il va devenir un client de notre entreprise. Alors, comment ça, c'est possible? Qu'est-ce qu'on peut lui faire? Quelle action marketing on peut faire à travers, en exploitant la data? Des promotions, madame. Promotion, oui, par exemple. Alors, à travers, effectivement, alors si par exemple, on sait très bien, à travers la data, que cette personne-là, en fait, c'est une femme âgée de 30 ans, mariée avec 2 enfants. Toutes ces données, toutes ces informations, on peut les avoir, hein, d'accord, très facilement, Zeda. OK? On sait très bien qu'elle a déjà navigué sur le site de eBay. Elle a consulté 3 articles, 3 cafetières chez eBay, de 3 marques, la marque Brandt, la marque Moulinex et la marque Nespresso, par exemple. Elle a mis dans le panier chez eBay la marque Nespresso, puis elle a quitté. Elle a passé 10 minutes sur le site de eBay, puis elle est partie sur le site de Darty. Elle a fait pratiquement la même recherche, mais elle s'est attardée beaucoup plus sur les fiches techniques, parce que sur Darty, les fiches techniques sont plus précises et sont beaucoup plus détaillées. Et on a pu détecter qu'elle a toujours inséré dans le panier la même cafetière de marque Nespresso. Donc déjà, elle a une idée sur le prix parce qu'elle a pu comparer les prix de Darty et les prix proposés par eBay. Et donc, nous, c'est le 3e site qu'elle est en train de visiter. Et bien, toutes ces données, avec les données bien évidemment sociodémographiques sur la cliente, c'est-à-dire l'âge, le sexe du prospect, la situation familiale, le lieu d'habitat, etc., etc. En fait, toutes ces données qu'on va collecter, toute cette, en fait, ce chemin qu'il a fait, c'est-à-dire le prospect, va nous indiquer ou bien va nous informer par rapport à qui est derrière cet écran, qui est ce prospect et qu'est-ce qu'il est en train de chercher exactement. Après, une fois à travers cette data, on a compris, c'est à ce moment-là qu'on puisse décider quelle action il faut faire. Est-ce qu'il faut plutôt lui proposer une cafetière Nespresso avec une promotion de 20%? Est-ce qu'il faut lui proposer plutôt la cafetière plus les capsules gratuites? Est-ce qu'il faut lui proposer plus de choix de cafetières, notamment Lavazza, etc.? Il ne va pas se limiter à la proposition de la cafetière Nespresso. C'est ça. C'est ça de prendre une décision stratégique. Cette décision, parce que regardez, derrière cette décision, il y a une action. Derrière chaque action, il y a un investissement de la part de l'entreprise. C'est-à-dire, si on va lui proposer une promotion de 20%, les 20%, on va les grignoter de notre marge. Donc, c'est un investissement. Donc, il faut absolument que derrière cette promotion, il y a un acte d'achat. Il y a un impact direct. OK? Donc, la proposition d'une promotion, c'est une action qui demande
de l'investissement. Si on va lui proposer, par exemple, des capsules gratuites, c'est un investissement pour nous, c'est un manque à gagner parce qu'on va vraiment donner les choses gratuitement au lieu de les vendre, etc. Vous voyez, chaque action, rahu ou raha, un investissement. C'est pour ça chaque décision doit être prise efficacement. Et comment on arrive à prendre les bonnes décisions? En exploitant, c'est déjà en collectant les bonnes data et en analysant et en exploitant parfaitement cette data. OK? Vous voyez? Et ça, c'est le rôle du data analyst. OK? Donc, ça, c'est un exemple pour vous montrer comment on arrive à, comment la data joue un rôle très important dans la conversion d'un prospect en un client. La data pour prédire un comportement tel que le comportement de churn, ou bien qu'on appelle également l'attrition, ou bien le comportement de perte d'un client. Ça, c'est valable. Hein. D'autres vous fait le projet, dans tout projet, c'est valable. Mais peut-être le projet sur l'assurance peuvent bien travailler sur avoir comme objectif la prédiction du comportement de perte ou bien du comportement de fuite d'un client. OK? Comment on peut prédire grâce à la data le comportement de résiliation d'un contrat de l'assurance? Par exemple, imaginez que vous avez un client qui assure sa voiture chez vous. Vous êtes l'entreprise, par exemple, GAT, OK? La compagnie d'assurance GAT. Alors, comment vous allez pouvoir prédire ce comportement? Grâce à la data que vous avez collectée à partir de plusieurs sources, vous, par exemple, si vous avez remarqué que cette personne-là est en train de publier des annonces sur tunisiannonce.com, sur Taya à la Pointaine, etc., pour vendre sa voiture. Ah, ça, c'est un indicateur qui va vous permettre de prédire un comportement de résiliation. Vous allez vous dire, cette personne, apparemment, il y a une grande probabilité qu'elle va donc vendre sa voiture. Et donc, probablement, il y a un risque de résiliation, un grand risque de résiliation. OK, parce que l'assurance, elle est fortement liée à la possession de la voiture. Notamment, si vous avez, à travers les outils de traçabilité, remarqué que cette personne, elle est en train de chercher d'autres forfaits chez d'autres compagnies d'assurance et en train de comparer les prix, comparer les prestations, etc. Et ben ça, c'est un autre indicateur qui va vous aider à prédire ce comportement de résiliation. Vous voyez, il y a pas mal de choses. Hein. Grâce à la data, on peut tout faire aujourd'hui, tout simplement. La data pour proposer intelligemment, par exemple, si moi je suis client, vous voulez me fidéliser, là je ne suis pas dans le recrutement d'un prospect, je suis plutôt dans de la fidélisation. Si je fais partie de vos clients, j'ai acheté une fois une cafetière, après vous pouvez me proposer des tasses de café très adaptées à cette cafetière ou bien en harmonie avec même les couleurs choisies, etc., en harmonie avec la cafetière que j'ai achetée. Vous pouvez me proposer en fait du café qui pourrait être utilisé dans ce genre de cafetière. Vous n'allez pas me proposer par exemple des capsules pour ce genre de cafetière parce que vous savez très bien que je n'irai pas utiliser les capsules pour en fait faire du café avec cette cafetière, vous voyez. Même chose, hein, si une maman, par exemple, vous détectez qu'une de vos clientes, elle peut être enceinte, par exemple, ça on peut exactement et également le prédire hein, à travers plusieurs indicateurs. Bon, on peut lui proposer tout un package, on peut lui proposer des couches, des biberons, des chauds vibrants, etc. Tout ça, c'est grâce à la data. Donc, regardez, on ne vend plus un seul produit, on vend des packages, on vend en fait, une série de produits, OK, intelligemment. Ça, c'est possible grâce à la data. La data pour fidéliser également. Et voilà. Donc, ça, c'est des exemples pour vous montrer comment on peut utiliser la data pour des finalités marketing et business. OK? Maintenant, la data marketing, c'est quoi? Je termine avec ça.
Donc, alors, si je vous dis maintenant, regardez, on a bien vu ensemble ce qu'on veut dire par marketing. On a bien vu, en fait, le rôle de la data dans tout ça, dans tout ce processus marketing. Maintenant, en fait, à votre avis, en partant de là, euh, c'est quoi le data marketing donc dans tout ça? Hmm. C'est quoi le data marketing? Hmm. Alors, dites-moi. Melek, 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 Salah, tu voulais dire quelque chose? Oui, 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 vas-y. madame. Oui? Valoriser les données, معناها. Bah, tout à fait, tout à fait, tout à fait, Salah, tu as tout compris. Effectivement, par analogie, c'est ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, احنا شقولنا, le marketing, c'est un processus de valorisation. Ben, généralement, on parle du produit ou du service. Maintenant, quel est le produit que vous avez devant, en fait, entre vos mains, vous, en tant que data analyst? C'est Données. les données. Très bien. En fait, votre produit, ce sont les données. D'accord? Alors, comment votre output, finalement, ce que vous allez vendre à la fin, ce n'est pas des données brutes, mais plutôt des dashboards, des rapports, c'est-à-dire les résultats de vos analyses de données qui vont permettre après. Alors, quelles sont l'utilité? C'est ça le produit. Hein, le produit, c'est ce dashboard. OK? C'est cet ensemble de visualisation des différents résultats qui vont permettre aux clients de prendre les bonnes décisions. Donc, finalement, le livrable que vous allez offrir, bien le produit sur lequel vous travaillez, que vous allez offrir aux clients, vous vendez un outil d'aide à la décision. Donc, c'est ça, vous vendez des outils d'aide à la décision. Donc, l'utilité de ces outils d'aide à la décision pour un client, à quel moment il verra de l'utilité lorsque, en utilisant votre outil d'aide à la décision, c'est-à-dire le dashboard et les rapports, c'est-à-dire les résultats des analyses que vous allez faire, cette utilité quand il va utiliser tout ça, il va trouver de la valeur, c'est-à-dire ces outils-là vont réellement lui permettre de prendre les bonnes décisions stratégiques. Donc, en fait, en se basant, alors après, les données, c'est quoi? Les données, si vous voulez, c'est la matière première qui va vous permettre d'arriver à avoir de bons dashboards, de bons outils d'aide à la décision, qui est le produit final. OK? Après, alors le marketing, c'est quoi? Le data marketing, c'est quoi? C'est le marketing qui est utilisé pour valoriser tout ça. Donc finalement, regardez, moi j'ai utilisé, en fait, j'ai confectionné ce schéma, si vous voulez, pour restituer tout ça, c'est-à-dire pour récapituler ou bien pour vous donner une idée vraiment très claire sur le rôle du data marketing dans tout ça. Donc, en fait, au départ, vous avez des données brutes incompréhensibles. Jusqu'à maintenant, vous avez entre les mains des données brutes qui ne sont pas encore compréhensibles même par vous. OK? Alors, votre rôle, c'est quoi? C'est d'arriver à transformer ces données qui n'avaient au départ aucun sens, d'accord? Et les transformer en information. On parle d'information. Vous voyez déjà la différence? Au départ, on parlait de données brutes. Maintenant, on parle d'informations concrètes. Parce que finalement, ce qui va faire l'objet de la décision, ou bien de l'outil d'aide à la décision, ce sont des informations. OK? Le En client, il a fait, madame, besoin c'est le plateforme Big d'informations. Data, ça. Comment? C'est le plateforme Big Data qui nous aide à capter et archiver les données et les utiliser. Ce schéma-là, man. Non, 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 non. Là, c'est juste. Non, 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 ça, c'est un dashboard. Hein.
Ça, c'est un dashboard. انت تحكي شنو على الكل؟ Non, نحكي على الداتا ماركتينغ سابوي non, non, سور non. البلاتفورم بيج داتا كي هذا Non, كابتي ارشيفي لي دوني. non, ça se base sur un ensemble de choses. Vous allez le voir après. D'accord? C'est un اوكي processus. Bon, on a le marketing, c'est un processus, soit les de valorisation. وي وي C'est un processus. On va voir tout de suite les différentes étapes de ce processus qui va nous permettre de transformer des données brutes en des informations concrètes qui vont être exploitées par les clients que vous, en fait, auxquels vous allez vendre votre produit. Alors, je finis par cette diapo. Donc, c'est la dernière, en fait, c'est la dernière partie de ce chapitre. Et d'ailleurs, c'est l'ensemble des étapes qui, voilà, on voit clairement ici un peu la structure du projet data marketing qui renvoie un peu aux étapes de ce processus data marketing dont on a parlé tout à l'heure. Donc, en fait, voici les étapes et ce sont d'ailleurs les étapes qu'on va suivre un peu pendant tout ce semestre. Hein. Donc, en parallèle, en fait, et qu'on va appliquer sur notre projet pays. OK? Donc, en fait, la toute première chose, la toute première étape, c'est la définition d'un objectif marketing SMART. On va voir la semaine prochaine. Donc, on va s'attarder sur cette première étape. On va voir qu'est-ce qu'on appelle déjà objectif marketing SMART et on va voir quelle est la méthodologie qui va nous permettre de bien définir des objectifs marketing SMART. OK? Ça, c'est le point de départ. Une fois on arrive à cerner les objectifs sur lesquels on va travailler, après, pour chaque objectif, il faut choisir les KPI qui vont nous permettre de mesurer l'atteinte de ces objectifs. C'est-à-dire, les KPI, les indicateurs de performance qu'on va mettre dans un dashboard, dans les visualisations. C'est-à-dire, avant d'aller de commencer l'analyse des données, le nettoyage, etc., il faut déjà commencer par identifier les erreurs qui se trouvent dans notre base de données, ceux qu'on va utiliser pour calculer les KPI. OK? Et quels KPI vont être utilisés pour mesurer l'atteinte des objectifs et qui feront l'objet ensuite des différentes visualisations qu'on va mettre au niveau du dashboard. OK? Tout ça, on va le voir. Hein. Les étapes qu'on va suivre un peu. Donc, on va les voir avec beaucoup de détails après. Une fois, c'est bon, on a tous les KPI nécessaires. Maintenant, hop, comment on va analyser les données marketing pour pouvoir mesurer ces KPI-là, pour pouvoir trouver les outputs nécessaires qui renvoient à ces KPI. Les KPI, bien le décideur. Le décideur, quand il est exposé en fait à un dashboard, il veut trouver en fait les KPI, des outputs, des résultats en termes de KPI qui vont lui permettre de décider. Par exemple, il veut voir l'évolution de son chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est un KPI. Il veut voir sa part de marché par rapport aux autres concurrents via un camembert. C'est possible. La part de marché, c'est un KPI. Il veut voir, par exemple, le classement en fait, les produits phares qu'il a dans son portefeuille d'activité par rapport à tous les produits qu'il possède. D'accord? Donc là, vous pouvez utiliser, par exemple, un histogramme, etc., pour montrer quels sont les produits les plus rentables donc dans son entreprise, etc. Donc, vous voyez, donc ici, il y a pas mal de KPI. Ce sont les KPI qu'on va vraiment faire visualiser ou bien faire valoriser à travers le dashboard. Donc, tout se passe à ce niveau-là. Si on a bien choisi les objectifs, on va certainement choisir les bons KPI. Si on arrive à choisir les bons KPI, après, hop, tout se passera très bien. Donc, l'analyse des données marketing pour arriver à mesurer ces KPI. Après, on va voir comment on arrive à vulgariser, c'est-à-dire donner du sens à ces données brutes qui étaient à un certain moment brutes, qui sont encore au niveau de l'analyse, au niveau de la base de données. OK? Et à la fin, on va voir également ensemble comment on arrive à communiquer un dashboard stratégique devant un client. Voilà, ça c'est la publicité si vous voulez, hein. C'est la communication de notre produit auprès du client. Alors, il achètera ou non, notre client, il achètera ou non notre dashboard, tout dépendra de tout ce travail.
Donc, c'est tout ce travail, c'est tout ce processus marketing ou bien data marketing, qui va nous permettre de valoriser en fait notre dashboard aux yeux du client. Voilà, c'est tout ce qu'on va voir pendant en fait tout ce deuxième semestre. OK. Alors, la semaine prochaine, donc, on va s'attarder à cette première étape du processus qui est la définition d'un objectif marketing smart. On va travailler avec vraiment une certaine méthodologie et avec un outil qui est utilisé aujourd'hui par les data analysts dans les entreprises d'analyse voilà, de data. OK. Voilà. Donc, مدام moi, oui. عملت لابيل وانا مازلت ما دخلتش بكري. D'accord. Je vais refaire l'appel tout de suite, juste après la clôture en fait, de la présentation. Voilà. Est-ce que déjà, avant de clôturer la présentation, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que Non, j'ai madame, tout est présenté clair. aujourd'hui? OK, C'est très bon. bien. Les autres, c'est bon? C'est bon pour tout le monde? Alors, Oui. la semaine prochaine, bah, on aura une séance présentielle, bah, tant mieux. Parce que vous allez voir, en fait, ça va être beaucoup plus interactif, beaucoup plus intéressant quand on fait la séance en présentiel, d'accord? Voilà, donc, alors, si vous n'avez pas de questions, bon, donc je vais clôturer la présentation. OK.